Voilà, enfin, bonsoir à tous et à ceux qui nous rejoignent en ligne. Merci d'être venus donc, pour cette session autour du tourisme. Ce soir, le tourisme, en fait, on en a déjà un petit peu parlé depuis le début de ces rencontres et c'est maintenant l'occasion de creuser un petit peu plus les grands thèmes, tourisme, l'après-pandémie, même si, bon, elle est presque terminée, et les villes moyennes. Donc, je vais d'abord vous présenter les deux invités de ce soir avant de vous présenter un peu la session. Donc, à ma gauche, Sébastien Arnaud, qui est directeur du site du Pont du Gard, donc, qui est un des sites les plus visités de France, qui nous apportera un exemple très précis et local de tourisme. Et à ma droite, monsieur Rémi Knafou, qui est géographe et spécialisé dans les questions de tourisme en France comme à l'international. Avant de leur donner la parole et de commencer à travailler, peut-être un peu de cadrage. Pourquoi le tourisme à ce moment-là? Il y a 3 points qui sont importants et je pense que vous les avez déjà en tête. Le premier, évidemment, l'après-pandémie. Qu'est-ce qui a changé? Qui a pu survivre du tourisme et quelles sont les tendances qu'on va garder et observer? Un autre point peut-être, c'est en lien avec Action Cœur de Ville et l'importance des villes moyennes. Comment dynamiser une ville et un espace avec le tourisme pour éviter que l'espace souffre de trop de tourisme? Comment équilibrer un développement économique en utilisant le tourisme? Et enfin, bien sûr, en toile de fond, l'environnement. Comment développer un tourisme plus durable, un peu plus responsable, sans fermer des sites, sans empêcher les gens de venir visiter des lieux. Peut-être avant d'aller dans l'exemple du Pont du Gard, je me tourne vers Monsieur Knafou. Et une question qui est très bateau et très large, je m'en excuse. Après la pandémie, après les divers confinements dans le monde entier, est-ce qu'on peut dessiner quelques lignes qui ont changé dans le tourisme mondial? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les tendances à l'œuvre une fois que la pandémie sera terminée? Écoutez, je vais essayer de répondre à cette question. Ce qui a changé, il y a des choses qui ont changé et d'autres pas beaucoup. Alors, ce qui me paraît important au départ, déjà, c'est de dire de quel tourisme on parle. Parce qu'en matière de tourisme, il y a quand même souvent un peu de confusion entre ce qu'est le tourisme à proprement parler et puis des activités connexes au tourisme et qui utilisent des lieux et des équipements touristiques. Alors, le tourisme à proprement parler, je pourrais le définir comme lorsque nous choisissons le lieu où nous allons et nous payons. Ça, c'est du tourisme, ou ce qu'on appelle le tourisme d'agrément. Quand c'est l'entreprise qui choisit et qui paye, on est dans autre chose. C'est du voyage d'affaires, c'est du congrès, etc. Ce sont des segments tout à fait différents. Et pour répondre à votre question, là, la réponse est très différente selon qu'il s'agit de tourisme d'agrément ou bien de voyage d'affaires ou de congrès. Le tourisme dit d'agrément, il est reparti. Avec les limites que l'on connaît encore aujourd'hui, toutes les frontières ne sont pas ouvertes. C'est pour ça qu'on n'est pas encore tout à fait dans l'après-Covid. La Chine, par exemple, est fermée. L'Amérique latine est fermée à l'heure actuelle. Bon, l'Amérique latine, c'est peut-être moins important, mais la Chine, en termes de flux internationaux, c'est considérable et elle est fermée à l'heure actuelle. Bon, donc, mais cela dit, on a vu comment ça s'est passé cet été. Des destinations nombreuses ont retrouvé des clientèles. Quand j'ai dit retrouver, on trouvait des clientèles parce qu'elles n'ont pas forcément retrouvé des clientèles d'avant, la clientèle internationale n'étant pas toujours au rendez-vous, mais remplacée par de la clientèle française. En revanche, les lieux qui travaillent davantage ou beaucoup avec le voyage d'affaires, avec les congrès et toutes ces formes collectives liées via les entreprises et le monde du travail à l'utilisation d'équipements touristiques, ceux-là ont davantage de soucis à se faire, et on le voit bien, et par exemple, ça met à rude épreuve le modèle parisien, qui est en bonne partie fondé sur cette dimension-là, et qui ne se porte pas bien à l'heure actuelle. La reprise n'est pas là, et on peut faire le pronostic qu'il ne s'agit pas de quelque chose de conjoncturel, mais que c'est probablement un phénomène qui est davantage structurel, puisque, entre-temps, les entreprises ont compris qu'elles pouvaient faire autrement. Et bon, donc là, je crois qu'on peut davantage se faire du souci pour cette dimension-là touristique que pour le tourisme d'agrément. D'accord, très bien, merci. Et peut-être pour compléter, monsieur Arnaud, avant de parler du Pont du Gard et du Covid, est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement la fréquentation et l'ampleur du tourisme sur le Pont du Gard? Alors, le Pont du Gard, c'est un monument qui accueille à peu près sur l'année un peu moins d'1 million de visiteurs.
un gros tiers de visiteurs qui viennent en bus, en voyage organisé, puis le reste en visite libre. Voilà. Et donc, pour rebondir sur ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est qu'effectivement, au Pont du Gard, on a à la fois ces deux tourismes-là, puisqu'il y a on a aussi un tourisme d'affaires, et on a les visiteurs qui viennent en visite d'agrément, et puis il y a les visiteurs qui viennent en visite guidée, voilà, et organisée. Et donc on a observé ce changement pendant les 2 années, effectivement. Et est-ce que vous aviez avant la période du Covid des touristes majoritairement français, étrangers? Oui, majoritairement ils sont français. Il y a après, comme très majoritairement en France, les Européens sont ensuite les premiers visiteurs qui viennent sur nos sites. Il y a un peu de Chinois. Alors il y a chaque fois on parle toujours de ces masses de Chinois qui viendraient sur nos sites. Ils viennent à Paris, ils viennent pas forcément sur nos sites, voilà, en grande partie. Donc ça n'a pas été la catastrophe pour nous. Voilà, on a été confrontés, donc on a observé surtout en 2020, eh bien, ce changement où le public français, quand il a pu venir visiter le Pont du Gard, est venu majoritairement remplacer les visiteurs étrangers. D'accord, donc on peut dire que vous avez senti l'effet, ce que disait Emmanuel Macron, cet été, les vacances, c'est en France. Vous n'avez pas eu forcément une perte de fréquentation, mais plutôt des touristes français qui auraient remplacé les tourismes étrangers? Sur la partie individuelle. D'accord. Voilà, sur la partie individuelle, ça s'est équilibré. Par contre, sur la partie groupe, oui, ça s'est effondré. Et sur la partie séminaire-congrès, ça s'est effondré aussi. D'accord, très bien. Est-ce que, peut-être maintenant pour parler et se rapprocher du deuxième point de cette session, qui est l'économie et l'impact du tourisme, qu'il soit bénéfique ou malheureusement forcément négatif par la surfréquentation, puisque le Pont du Gard, on a tous l'image en tête, est quand même dans un site remarquable. Comment agissez-vous pour profiter du tourisme et faire en sorte que la surfréquentation ou la fréquentation quasi quotidienne du site n'abîme pas et ne mette pas en péril à la fois la beauté, à la fois la facilité d'accès? Est-ce que c'est des questions qui sont quotidiennes? Oui, c'est des questions qui sont quotidiennes et qui n'ont pas forcément de solution oui, unique. On a une fréquentation énorme en juillet-août avec des pics à plus de 7000 personnes sur le site par jour. Voilà. Donc, mais on est dimensionné pour ça. Donc, j'allais dire, on sait faire. On est organisé. Par contre, sur le territoire, à proximité, bien, les villages ne sont pas dimensionnés pour accueillir tous ces passages-là. Les gorges du Gardon, qui sont en amont du Pont du Gard, ne sont pas aménagées pour recevoir ces publics-là. Les routes sont encombrées. Dès qu'il pleut, eh bien, il y a le musée Haribo qui est juste au-dessus. Eh bien, jusqu'à Uzès, il y a des files de voitures ininterrompues. Voilà. Donc, nous, on est aménagé, mais l'environnement est pas aménagé. Donc, la fréquentation, là, elle pose problème sur un territoire. Donc, c'est pour ça qu'il faut penser beaucoup plus largement et penser le territoire. Et penser une logique de développement du territoire et sur la journée et sur les espaces-temps. Après, on est contraint dans des vacances scolaires. On peut dire que l'on veut élargir ce que l'on veut, mais à un moment donné, les vacances scolaires, on les prend en juillet-août, et surtout en août. Et donc, on doit faire face pendant 3 semaines au moins à ces flux de visiteurs. Il y a un autre élément, et je le dis à chaque fois que on parle des nuisances, mais les élus qui sont dans la salle le savent, on passe notre temps à être dans des réunions où on nous vend à un moment donné une campagne d'attractivité, on nous vend une marque, et puis on nous vend une campagne de communication qui tourne toujours entre 500 et 600 000 euros pour faire venir du monde sur nos territoires. Et je prends l'exemple du Pont du Gard et de ses environs, et je le dis en réunion, vous savez financer des campagnes de communication pour faire venir du monde quand il y a du monde, parce que c'est beaucoup plus facile, on est sûr de toucher la cible. Mais par contre, vous amenez avec ce monde-là des nuisances. Sur, je le disais tout à l'heure, sur la circulation, sur les paysages, sur la fréquentation des lieux qui ne sont pas habitués à avoir du monde quand il y a un VTT qui passe par jour. Si on passe à 30 VTT qui passent par jour, ben ça change un petit peu l'écosystème. Et il y a aussi des phénomènes d'incivilité et d'insécurité aussi. Et il faut le prendre aussi en compte là-dessus parce que beaucoup de monde sur un endroit réduit, eh bien, les nuisances existent comme dans la vie de tous les jours. Et il faut savoir faire des campagnes d'attractivité, mais il faut savoir aussi se concentrer sur les nuisances et amener des moyens financiers sur les nuisances qui
qui pourrissent aussi la vie des gens qui vivent quotidiennement à côté de nos sites qui amènent beaucoup de monde. Et avant de me tourner vers M. Knafou, peut-être un lien avec les sessions d'hier. Quelle valeur, du coup, donnez-vous à la coopération territoriale? Est-ce que vous rencontrez souvent les élus locaux, la région, le département pour faciliter en fait, et intégrer le site dans un contexte un peu plus large? Elle est majeure. Alors, d'abord, le Pont du Gard est pensé comme un outil touristique, alors que ce n'est pas qu'un outil touristique. Et donc, moi, mes premiers interlocuteurs, chaque fois que j'ai affaire aux collectivités, ce sont par le prisme du tourisme. Et chaque fois, je ramène, c'est pas que du tourisme, c'est aussi un outil d'aménagement du territoire. Voilà. Et donc, l'essentiel, et je reviendrai peut-être tout à l'heure, c'est quel sens on donne à un outil patrimonial vieux de 2000 ans, sur un territoire vaste qui a du sens de par l'histoire du Pont du Gard, qui est un aqueduc qui fait 50 km, qui relie deux villes, Uzès, une ville moyenne, et Nîmes, une ville un peu plus grande. Voilà comment on travaille sur ce territoire-là. Et c'est important de toucher le cœur des élus, parce que bien souvent, ils vont de conseil d'administration en conseil d'administration, de réunion en réunion, où on n'a plus le temps de poser le sens de pourquoi on est autour de ce monument-là et comment travailler autour de ce monument-là. Et je crois que c'est important de se le réapproprier et de ne pas le laisser aux seules institutions du tourisme qui aujourd'hui ne voient le tourisme que par le prisme du marketing, et je reviens là-dessus, des campagnes de communication. D'accord, merci. Maintenant, peut-être, Monsieur Knafou, on va élargir un petit peu la discussion autour du tourisme. Et j'aurais deux questions pour vous. On va commencer peut-être par le tourisme local, puisque l'exemple du Pont du Gard nous montre bien. On a souvent entendu, au sortir de la crise, et en tout cas au sortir de chaque confinement, l'envie de consommer un espace plus local et de faire un tourisme local, soit en écho avec ce que disait Emmanuel Macron et cet été, les vacances, c'est en France. Et réapprenez à découvrir les paysages français. J'avais demandé, est-ce que vous y croyez? Est-ce que la tendance du tourisme local s'affirme et devient presque un nouveau secteur? Est-ce qu'on peut parler d'ailleurs de tendance? Ou est-ce que finalement, le tourisme local ne prend pas et reste dépendant de flux plus européens ou plus internationaux? Alors, vous parliez d'envie du tourisme local. C'était pas toujours une envie, c'était d'abord une contrainte. C'est vrai. Après, on peut transformer la contrainte en envie, effectivement, mais parce qu'il y a eu des deux. On a vu des lieux investis par des populations qui ne voulaient pas ou qui ne pouvaient pas aller plus loin, effectivement, et découvrir ou redécouvrir des lieux proches et y développer des pratiques de loisirs, voire des pratiques touristiques de vacances. Bon. Donc, on a eu tout l'éventail. Le leitmotiv des vacances en France, c'est quelque chose qui revient assez périodiquement. J'ai vécu assez vieux pour entendre Raymond Barre, Premier ministre, déjà le dire. Donc, on voit bien que c'est une tendance, mais en même temps, on sait bien qu'on a besoin aussi, dans le tourisme français, d'avoir le tourisme international. Et ce qui s'est passé, là, c'est qu'on a fait comme on pouvait, dans des conditions tout à fait extraordinaires, parce que je rappellerai quand même que cette crise du Covid pour le tourisme, ça a été une catastrophe sans précédent dans l'histoire du tourisme. Même pendant les guerres mondiales, il n'y avait pas eu d'interruption aussi forte des flux. Alors, ce n'était pas du tout à la même échelle, évidemment, mais une interruption aussi forte comme ça n'avait jamais existé. Et donc, face à ça, il y a eu un très grand désarroi et puis des adaptations, parmi lesquelles, effectivement, ce tourisme local. Donc, il est encore probablement assez tôt ou trop tôt pour dire si ça va perdurer. Mais en tout cas, ce qu'il faudrait aussi rappeler à cette occasion, c'est que pour une large partie des Français, le tourisme local, ce n'est pas une découverte, c'est une pratique ancienne. Parce que n'oublions pas déjà que près de 4 Français sur 10 ne partent pas en vacances, ce qui n'est pas négligeable. Et ensuite, parmi ceux qui partent en vacances, il ne faut pas se laisser abuser non plus par les représentations médiatiques, de ceux qui ont été empêchés de partir à cause du confinement et des fermetures de frontières, d'aller loin, etc. La pratique générale des Français, quand ils prennent des vacances, c'est pas d'aller loin. Ou quand ils sortent de France, c'est pour aller dans les pays limitrophes. Ceux qui vont beaucoup plus loin, et en particulier sur d'autres continents, c'est une minorité d'une minorité. Ceci pour replacer les choses à leur échelle. Donc ça veut dire qu'il y a encore
des réserves importantes de clientèle, parce qu'on peut considérer que près de 4 Français sur 10 qui ne partent pas, c'est pas beaucoup. Et bon, il y a dans le lot, évidemment, des gens qui physiquement ne peuvent pas partir, mais il y a des gens qui sont empêchés économiquement de le faire. Donc, on a des réserves de progression aussi de ce côté-là. Et est-ce que vous voyez, est-ce qu'on peut distinguer une tendance dans des lieux qui seraient préférés par rapport à d'autres? Est-ce qu'on a, par exemple, les littoraux qui attirent davantage après des confinements qui seraient plus ou moins rudes, comme on pourrait imaginer pas mal de Parisiens qui quittent la ville pour les villes moyennes? Est-ce qu'on a un nouveau tropisme vers de nouveaux espaces ou... Là encore, c'est probablement trop tôt pour le dire, parce que ce qu'ont montré les dernières vacances, finalement, c'est que c'était quand même, en termes statistiques, assez proche de ce qui se faisait avant. C'est-à-dire que ce sont quand même les littoraux qui ont accueilli le plus de monde, puisqu'on avait dit que les Français allaient rechercher des espaces d'aération où on pouvait exploiter, surtout pour après le premier confinement, respecter les gestes barrières, la distance sociale, etc. Mais ce sont quand même les littoraux et les plages, c'est-à-dire que là où les gens se rassemblent, voire s'entassent le plus, qui ont attiré le plus. Bon. Cela dit, il y a quand même eu effectivement une progression de la fréquentation de ce qu'on appelle l'espace rural. Et là, c'est directement des effets de la crise du Covid. Donc, on a eu effectivement tous les types de comportements. Quant aux Parisiens, c'était rappelé tout à l'heure dans la table ronde précédente, effectivement, on assiste à un mouvement de déconcentration, voire d'achat de résidences secondaires ou simplement d'abandon de l'habitat parisien pour aller pas simplement en deuxième ou en troisième périphérie, mais même dans les départements voisins. C'est ce que nous a dit M. Barrot et qui correspond tout à fait à ce qu'on peut observer du côté des départements périphériques de l'Île-de-France. Mais là, ça n'est pas du domaine du tourisme, c'est un transfert de résidence principale qui est en train de se faire au détriment de la métropole parisienne, comme cela s'observe d'ailleurs dans d'autres métropoles. Et est-ce que, la question peut être un peu anecdotique, mais on entre en hiver, et je lisais la semaine dernière que certaines villes qui ne dépendent uniquement ou presque que des sports d'hiver seraient à la fois par le manque d'intérêt ou la baisse d'intérêt, à la fois par le coût et par l'intérêt environnemental d'une certaine population, certaines villes, et j'imagine plusieurs villes moyennes, seraient presque condamnées car trop dépendantes du tourisme d'hiver et soit des stations de ski, soit des espaces touristiques liés à la neige et l'imaginaire qu'on y attache. Est-ce que, pour un peu amorcer les tendances environnementales et le tourisme, et je sais que c'est un sujet qui vous est cher, est-ce que la station de ski, comme on la connaît, est condamnée? Est-ce qu'on peut sentir une tendance progressivement de plus en plus environnementale qui réduit la fréquentation de ces espaces? Ou est-ce que finalement, encore une fois, il est soit trop tôt pour le dire, soit malheureusement, la question environnementale n'est pas assez importante? Là, c'est plus facile de répondre. C'est-à-dire que dire que la station de ski est condamnée, je peux répondre oui, en nuançant selon le pas de temps. C'est-à-dire, à moyen terme, non. À long terme, oui. Cela dit, je me souviens lorsque j'avais travaillé dans le cadre de l'Institut de Saint-Gervais, qui était un outil de recherche-action à partir de 1990, parce que j'avais proposé de travailler sur le devenir de la montagne touristique, voyant venir effectivement non seulement des hivers sans neige, mais en même temps les effets déjà du changement climatique. C'était en 1990. Et quand je disais aux élus du pays du Mont-Blanc qu'il y avait du souci à se faire pour les décennies à venir, bon, on me répondait que le Mont-Blanc sera toujours là. Alors, c'est vrai que dans un siècle, le Mont-Blanc sera toujours là, mais ça sera probablement l'un des derniers glaciers des Alpes. Et que d'ici là, la plupart des stations de ski auront fermé, donc y compris les stations de ski de haute altitude. Mais d'ores et déjà, si les stations de ski de basse et moyenne altitude sont en train de se reconvertir totalement, dans les massifs autres que les Alpes et même dans les préalpes, là, on est directement confronté à une reconversion à moyen terme. Donc consciente de leur dépendance. Absolument, là, consciente, mais même les grandes stations
type station de Tarentaise, celles qui d'ailleurs ont beaucoup souffert particulièrement de ces confinements puisqu'elles étaient fermées l'hiver dernier, même ces stations-là ont du souci à se faire à l'heure actuelle, non pas tant par le manque de neige parce qu'elles sont suffisamment hautes pour encore avoir de la neige et si les frontières sont ouvertes pour attirer la clientèle internationale qui les fait vivre, mais d'ores et déjà, il y a des arbitrages à faire dans l'utilisation de l'eau. Entre les centrales hydroélectriques, l'alimentation en eau des populations des vallées et la consommation de la neige de culture, il y a déjà des arbitrages à faire à l'heure actuelle. Donc même pour ces stations-là, il y a une gestion délicate à faire des années à venir et ce n'est pas simplement sur le très long terme. D'accord. Et peut-être un exemple un peu plus local, puisqu'on parlait de transition et de savoir n'être pas qu'un objet touristique. Est-ce que, j'imagine, et d'ailleurs vous l'avez dit tout à l'heure, le Pont du Gard n'est pas uniquement un lieu touristique qu'on vient visiter et une fois qu'on l'a vu, on repart et on y revient dans 5 ans. Est-ce que c'est une politique, vous, qui prend de plus en plus de place, c'est-à-dire de faire autre chose qu'un lieu touristique? J'imagine que c'est plus simple pour une station de ski qu'un pont. Mais avez-vous réfléchi à ces questions-là? Est-ce que vous avez des premières politiques, des projets? Alors oui, en plus de réfléchir, la période Covid a permis voilà, c'est pour ça. de poser ces réflexions par écrit et de les partager. Voilà, c'est aujourd'hui, le Pont du Gard, c'est un outil avec une telle notoriété mondiale qu'il parle au monde entier et qu'il doit avoir les pieds ancrés dans sa réalité. Et d'abord, la mission première, c'est bien sûr de le protéger, d'expliquer à quoi il servait, pourquoi il est là, comment il a été construit. Ça, c'est l'essentiel. Ensuite, c'est d'accepter tous les visiteurs avec leur singularité. Chacun vient chercher quelque chose. Il faut le respecter de la même manière, quel qu'il soit. Ensuite, c'est de dire, par contre, j'ai une mission je gère un établissement public et donc cet établissement public participe aujourd'hui aussi de la vie sociale et il doit amener quelque chose sur ce territoire et il doit faire passer des messages. Et donc c'est considérer le visiteur comme aussi un acteur et de lui permettre du temps qu'il est au Pont du Gard, que ce soit un temps utile pour sa construction d'hommes et de femmes. Et c'est aller sur l'essentiel qui est aujourd'hui, quand on est face à ce monument vieux de 2000 ans, eh bien, on est confronté, quoi qu'il arrive, à un moment donné, eh bien, à cette notion, cette relation au temps, et au temps qui passe et à l'extrême fragilité de la vie. Ensuite, on a le monde entier, je le disais, qui vient au Pont du Gard, et bien, on est confronté, on croise l'autre, et on croise la différence. Et c'est intéressant aussi, à un moment donné, d'interpeller le visiteur sur cette relation à l'autre. Et puis, on est surtout sur un site qui est protégé, et donc, on est dans un monde qui est en difficulté dans ce domaine-là. Eh bien, on doit interroger aussi le visiteur sur sa relation à la protection de la planète. On interroge le visiteur sur la relation au temps, sur sa relation à la planète et sur sa relation à l'autre. Eh bien, à un moment donné, on vient interpeller sa part d'humanité qui existe dans chacun des visiteurs. Et c'est aussi ça aussi un établissement public, c'est aussi ça, le patrimoine doit servir à ça. Et le patrimoine, c'est un lieu aussi qui rassemble. Aujourd'hui, on le voit, dans cette société qui est complètement fragmentée, eh bien, on se rend compte qu'on sait se retrouver autour du patrimoine. On sait... parce que ça nous dépasse, parce qu'il faut quelque chose qui nous dépasse pour faire taire nos contradictions. Eh bien, je reste convaincu que l'on peut commencer à penser des politiques publiques à partir de ces lieux. On peut réfléchir le monde de demain sur ces lieux-là. Et donc, on est aussi sur des endroits qui servent à préparer l'avenir et à construire l'avenir sur des domaines qui sont importants. Alors, la culture reste aussi un moyen essentiel pour faire passer ce genre de message. Mais c'est comme ça que l'on se réancre sur le territoire parce que le Pont du Gard est d'abord un lieu de vie, c'est d'abord un lieu où les gens venaient se construire des souvenirs, vivre des moments d'émotion, s'aimer au Pont du Gard, on venait pique-niquer au Pont du Gard, et voilà. Et donc il faut retrouver aussi cet ancrage territorial qui fait que, eh bien, cette réappropriation par les habitants, ce sens que l'on donne à la construction collective qui est la nôtre aujourd'hui, que vous travaillez quotidiennement, vous, à cette tâche-là, eh bien, on apporte notre pierre, nous, à cette construction. Et est-ce que vous auriez peut-être un exemple Vous disiez tout à l'heure qu'il n'est pas évident de communiquer autour du site du Pont du Gard, parce que ce n'est pas uniquement qu'un objet marketing. Est-ce que vous auriez un exemple d'une politique ou d'un événement, peut-être organisé autour, qui aurait rassemblé... Je vais prendre le contre-pied.
Allez-y, allez-y. Quand je suis arrivé au Pont du Gard, il y avait un festival de musique. Il y avait un festival de musique, vous avez ça en tête, non? Oui, c'est voilà. Je voulais qui réunissait 7000 personnes, bref. Voilà. Et on considérait qu'en venant voir le festival, on venait voir le Pont du Gard, et donc on générait du flux au Pont du Gard. Et donc c'était très bien parce que les gens venaient voir le Pont du Gard. Mais si on vient voir le Pont du Gard, qu'on ne sait pas à quoi il servait, pourquoi il a été construit, et quelle est la civilisation qu'il a portée, c'est un décor. Mais très bien, il faut le respecter. Par contre, quand vous creusez et que vous voyez que ce festival, quand il génère un déficit de 400 000 euros, et que vous êtes gestionnaire d'un établissement public, là, vous vous posez une autre question. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup d'avoir quelque chose qui peut se passer dans une salle de spectacle ici? La réponse, elle est, je préfère que les jeunes de moins de 18 ans ne payent pas l'accès au Pont du Gard, plutôt que d'avoir un concert. Donc, à un moment donné, il faut ramener le monument pour ce qu'il est, c'est-à-dire qu'on vient voir, dans un espace de quiétude, le monument. On vient voir le monument et on vient prendre le temps. Si on vient consommer quelque chose, eh bien, on pourra le faire, mais à un autre moment. On revient à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le monument et c'est son environnement. D'accord. Peut-être, Monsieur Knafou, vous vouliez réagir à ce sujet? Oui, volontiers. Parce que ce qui se joue là aussi, c'est la fascination qu'exerce le tourisme sur d'autres acteurs de la vie économique, politique et sociale. Moi, je suis plutôt un défenseur du tourisme, mais en même temps, j'en pointe les insuffisances, les difficultés, en particulier un manque de régulation générale, et puis cette fascination véritable qui fait que le tourisme a tellement, jusqu'en 2019, parce que depuis les choses se sont évidemment gâtées, mais a été une réussite tellement extraordinaire que ça a entraîné une absence de contre-pouvoir face au pouvoir souvent exorbitant du tourisme dans les lieux. Et quand on arrive à ce que des gestionnaires de sites culturels, c'est pas simplement le Pont du Gard, mais je prendrai évidemment l'exemple du musée du Louvre, par exemple, se lancent dans des courses à être le premier musée du monde, à recevoir le plus possible de visiteurs qui sont par définition à ce moment-là des visiteurs venus du monde entier qui font un peu obstacle à la visite d'autres visiteurs, y compris français ou parisiens ou franciliens, etc. Ça pose problème parce qu'à ce moment-là, le responsable du Louvre en oublie quelle est sa mission première. Je crois qu'il faudrait que les gens qui font du tourisme fassent du tourisme, que les gens qui ont une mission de culture mettent au premier plan leur mission de culture, que ceux qui ont à qui on confie la conservation d'un site naturel aussi, mettent en avant la conservation du site naturel avant de songer à le mettre à la disposition du plus grand nombre possible de visiteurs, et même dans certains cas d'avoir des mécanismes extrêmement pervers où on établit le couple entre la fréquentation et la protection du site. On a vu ça à l'étranger, c'est tout à fait malsain lorsque un site naturel est protégé grâce aux ressources des visiteurs, parce que là, on est dans une situation qu'on connaît malheureusement, où c'est le nombre excessif des visiteurs qui contribue à faire disparaître ce qu'on vient voir. Bon, c'est ce qu'on appelle le tourisme de la dernière chance. Est-ce que vous auriez un exemple de site ? Par exemple, la Grande Barrière d'Australie, c'est un des grands problèmes. C'est un site qui est énorme, mais dont les coraux sont en train de blanchir les uns après les autres, alors sous l'effet du réchauffement, à la fois du climat, de l'eau, etc. Mais la venue de touristes qui viennent souvent de très loin par leurs émissions carbonées, concourent évidemment à détruire ce qu'ils viennent voir. Bon, c'est aussi la même chose aussi pour les régions polaires ou circumpolaires ou l'Antarctique. On a affaire à ce même type de tourisme de la dernière chance qui me paraît une forme de tourisme totalement déraisonnable. La Terre est suffisamment belle, suffisamment variée, avec suffisamment un nombre infini déjà de destinations touristiques pour ne pas vouloir à tout prix en ajouter d'autres. Oui, le pôle Nord, oui, effectivement. Le pôle Sud. Oui. Peut-être une question pour essayer de faire un peu écho aux sessions précédentes. Là, c'est vraiment une question que je me tourne vers vous deux. Vous aviez parlé tous les deux de la nouvelle posture à avoir pour le tourisme, notamment autour du Pont du Gard, et essayer de limiter les événements pour ne pas assurer en fait un seul décor et faire oublier qui est le Pont du Gard. Est-ce qu'il n'y aurait pas là quelque chose à jouer dans les métiers du tourisme et dans la formation autour du tourisme? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire une piqûre de rappel, essayer de mettre en place de nouvelles pratiques, éviter ce dont vous parliez tout à l'heure, qui est en fait la ligne droite vers le marketing territorial et en faire des objets de consommation? C'est quelque chose
dont vous parlez avec ces métiers du tourisme ou que vous déplorez, ou vous sentez que progressivement, finalement, les gens sur place et dans les métiers du tourisme ont conscience de ces enjeux-là, ou vous déplorez un manque de formation, un manque de... Non, je pense qu'il faut avoir de l'exigence pour soi-même d'abord et pour ses équipes et rappeler chaque fois le sens. Et je me rends compte qu'au début, de prononcer certains mots, c'est compliqué. Quand je parle bien d'emmener les visiteurs vers autre chose sur de la réflexion, comme je l'indiquais tout à l'heure, au début c'est difficile d'en parler. Et puis après on se rend compte que eh bien, c'est partagé. Quand je dis que eh bien, transmettre des valeurs autour du monument, des valeurs universelles, c'est important, qui constituent le pacte républicain, c'est important, eh bien, je me rends compte que ça fait écho dans les salles. C'est souvent difficile un peu à prononcer au début, mais après, c'est constitutif de quelque chose. Et pour ça, il faut avoir, dans mon équipe par exemple, je considère qu'il faut toujours avoir d'abord des jeunes en formation. Donc j'ai fait en sorte que systématiquement il y ait des jeunes en formation et je donne des primes aux gens qui encadrent les jeunes en formation. Est-ce que vous avez une priorité pour former les jeunes localement ou l'intérêt est non, parce qu'en fait, parce que j'ai des jeunes aussi universitaires qui viennent d'un contrat d'alternance. Très bien. Voilà, j'ai des contrats. Et donc, ils viennent de plusieurs endroits. Et puis, il ne faut pas être localiste non plus. Donc, voilà. Et donc, ça, c'est important. C'est important de structurer. Et quand on a des jeunes, de prendre le temps. J'ai encore pris, je l'ai pris hier matin encore, d'expliquer où est-ce qu'on va, quel sens on donne, montrer qu'en fait, par la petite porte d'entrée, de s'occuper des 3 moulins qui sont à Colias, qui est un petit village en amont du Pont du Gard, eh bien, en fait, on peut avoir une approche globale du territoire et de faire ce que l'on veut de son sujet. Je lui disais, mais à partir de ce sujet, tu peux en faire ce que tu veux en termes de construction de politique publique, d'appartenance sur ce territoire et de lien avec les gens. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui inculquer aux plus jeunes d'entre nous. D'accord. Et Monsieur Knafou, est-ce qu'on pourrait parler de plusieurs tendances de tourisme en fonction de l'âge, c'est-à-dire une nouvelle pratique du tourisme liée à une nouvelle génération qui arriverait, mettons, ce qu'on appelle une génération jeune, mettons en dessous des 30 ans? Est-ce que Le Monde déplorait dans une série d'articles récemment qu'ils appellent 100 fragments de France, et ils vont en reportage sur le terrain, que certains lieux, j'imagine que vous avez dû connaître ça, sont très abîmés par la fréquentation de jeunes qui veulent y faire une photo, qui veulent aller retrouver un site parce que telle série ou tel film y a tourné quelques images, donc il faut absolument retrouver le lieu. Est-ce que, et ensuite on ira vers la ville moyenne et retrouver ces notions d'âge différents dans les villes moyennes. Est-ce que vous trouvez en France qu'on peut distinguer les pratiques touristiques en fonction des âges, ou est-ce que finalement c'est très flou? Non, je crois qu'on peut distinguer en fonction des âges, effectivement, parce que les lieux, selon leur qualité, leurs caractéristiques, n'attirent pas tout à fait les mêmes clientèles. Et même quand ils attirent les mêmes clientèles, effectivement, les clientèles n'y ont pas forcément tous le même type de comportement. Donc, ce que vous disiez sur certaines pratiques, les selfies, ou alors simplement aller voir des lieux. Parce que, bon, aller voir des lieux qu'on a déjà vus dans les médias, en photo, c'est assez banal, c'est un des ressorts de l'activité touristique. On va dans des lieux pour valider en quelque sorte, voir en vrai ce qu'on a déjà vu, c'est ce qui motive, ce qui met en désir le voyage touristique. Ça, c'est un processus qui est bien connu. Mais ensuite, choisir ces lieux de vacances en fonction de ces centres d'intérêt, en fonction de ce qu'on a vu sur Instagram en particulier, ce qui permet de lancer très rapidement des destinations multiples, ça c'est effectivement davantage nouveau, avec d'ailleurs des effets assez contradictoires dont les destinations touristiques ne savent pas toujours se sortir. Parce que il y a... En Islande, par exemple, un des clips, alors je reviendrai après si vous voulez sur la France, mais j'y pense parce que c'est un des clips les plus célèbres. On y a tourné, on a fait un Game of Thrones et puis un clip
d'une chanson très célèbre dans un fameux canyon. Et puis ensuite, il y a eu évidemment des gens qui ont voulu aller voir sur place. Ça a entraîné un piétinement. On a fermé le canyon aux touristes. Ça les a pas empêchés quand même de passer sous la barrière pour y aller, etc. Donc, vous voyez, on est dans cette déploration de il y a trop de monde, il y a du piétinement, ça dénature l'espace. Ça, c'est le regret. Mais en même temps, quand on va en Islande, la première chose qu'on voit dans l'avion, c'est la présentation de ce canyon. La première chose qu'on voit quand on arrive à l'aéroport, c'est la photographie du canyon. Donc, vous voyez qu'on est en pleine contradiction, puisqu'on dénonce l'effet pervers, en même temps, on l'affiche pour qu'il y en ait encore davantage. Ça, c'est une des grandes contradictions de la relation presque schizophrène qu'on a avec le tourisme et qui n'est pas facile à gérer et qui effectivement se renouvelle là nettement, pour boucler avec votre question, avec les générations, parce que ma génération ou même celle d'avant n'est pas tout aussi sensible à ces phénomènes-là. Moi je m'y intéresse, mais parce que c'est en professionnel. D'accord, on retrouve la schizophrénie qui ne nous quitte plus depuis plusieurs sessions. Puisqu'on parle de l'âge et des populations jeunes, qui sont évidemment le cœur du sujet quand on revitalise une ville moyenne, essayer d'avoir une population aussi variée que possible et fixer les populations jeunes sur place et les former. Vous parliez de la formation des jeunes autour du pont du Gard. Est-ce que peut-être vous montriez que le pont du Gard est aussi autre qu'un objet touristique, un pont qui relie deux villes, quand même, la base de l'utilisation d'un pont. Est-ce que vous avez des liens particulièrement serrés entre ces deux villes? Est-ce que vous sentez une fierté d'appartenance entre ces villes et une création d'identité territoriale autour de ce pont? Alors vous avez cité un mot important, c'est l'appartenance. Ouais. Parce qu'en fait, ce que je recherche à faire, c'est la construction de ce sentiment d'appartenance qui est constitutif d'une identité et de l'identité de chacun. Et c'est important. Et le pont du Gard a été, comme tous les grands sites, à un moment donné, victime de leur mise sous cloche un petit peu. Donc voilà, il s'est suffi à lui-même. Il avait besoin de personne, il fonctionnait tout seul. Il faisait venir du monde, il affichait les chiffres qu'il voulait. Bon, bref, voilà. Et puis, il était complètement déconnecté du territoire. Il ne travaillait pas avec Uzès, il ne travaillait pas avec Nîmes, il ne travaillait pas avec les villages aux alentours, il ne travaillait pas avec les artisans, il ne travaillait pas avec les chambres d'agriculture. Bref, il était à part parce qu'il était hors du monde. Mmh. Et ce réancrage, c'était un vrai et long travail que j'ai entamé depuis 3 ans. Et puis, j'écoutais les débats de cet après-midi où vous discutiez sur les zonages. Les zonages dans lesquels vous deviez préparer l'avenir de vos villes. Et bien moi, je fais partie des comités qui travaillent en dessous de ces zonages-là, hein, les comités de développement, ils appellent ça, je crois. Voilà. Je dois être à 4 ou 5 comités de développement où on rencontre les mêmes gens, mais c'est jamais pour les mêmes organismes. Et puis, on se raconte les mêmes choses. Et puis, je dois être à 3 plans de développement durable, enfin, voilà, enfin, différents plans. Voilà. Et ce qui est dramatique, et vous le vivez vous en tant que professionnel maintenant, puisque vous êtes élu, mais mettez les acteurs du tourisme ou les acteurs économiques ou les acteurs associatifs que vous invitez à ces réunions-là, à part les professionnels du lobbyiste qui viennent eux défendre leurs propres intérêts parce qu'ils veulent passer en vélo là, ils veulent marcher là, enfin, bref, ils sont spécialistes, on les voit de partout. En fait, on ne vient plus parce que on se lasse. Et on se lasse. Et j'avais ce rêve-là. Hier encore, j'étais à un comité de développement, on me dit, mais pourquoi on n'en fait pas qu'un sur un territoire? Donc, vous évoquiez ça sur des périmètres, et les périmètres administratifs nous enferment. On avait cette discussion tout à l'heure dans le bus entre les bouchons, ça soude. C'est important. Ouais. Entre Avignon, par exemple, et le pont du Gard, où il y a juste une colline qui nous sépare. Eh bien, la frontière administrative est terrible parce qu'elle nous empêche véritablement de travailler. Mais par contre, les outils comme les établissements publics, les lieux patrimoniaux, etc., eux, ne sont pas enfermés dans des frontières administratives. Et donc, on a cette capacité à travailler hors frontières. Donc voilà, les PETR, je suis dans plusieurs PETR, je suis dans plusieurs comités de communes. Enfin bref, je me régale tous les après-midi, tous les soirs. Je suis sûr j'imagine que de nombreux élus auraient pas mal de questions et autres débats avec toutes ces tâches quotidiennes. Je voulais malheureusement vous dire qu'il faut qu'on quitte cette salle
mais c'est pour un moment assez agréable qui nous attend. D'abord la visite et la dégustation de quelques vins et le dîner évidemment un peu au-dessus. Donc la première chose à faire est de remercier nos deux invités avant à la sortie du pont à gauche de descendre vers les chais pour la suite des festivités. Voilà, je vous remercie beaucoup pour ces présentations. Merci beaucoup.